Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la tant attendue vidéo des top lectures de l'année 2024. Il s'en est passé des choses en cette année, il s'en est passé de belles lectures et c'est l'heure de vous faire le top. D'ores et déjà, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, vous, votre top 3. Allez, on va être plus juste. Voilà, dans les commentaires, quelles ont été vos meilleures lectures. Ici, ça va être un top 10, mais j'avoue, j'ai ajouté des petites mentions spéciales parce que voilà, je voulais quand même les mettre à l'honneur. Mais avant de commencer, je vous propose de faire une petite partie statistique. Alors, franchement, on s'en fout, la lecture n'est pas une course. Que vous ayez lu 5, 20 ou 100 livres dans l'année, on s'en fout. C'est juste que à titre personnel, j'aime bien les stats et j'aime pas ce cheveu qui est devant mes yeux. Et que voilà, ça me permet de m'y retrouver et de me fixer des objectifs pour l'année d'après. Mais c'est pas grave si je les atteins pas, genre c'est pas une course, faut pas se stresser avec la lecture, tu vois. Donc en tout, cette année 2024, j'ai lu 114 livres, dont 76 romans et du coup le reste en manga. Ce qui représente un total de 44 104 pages, que je trouve trop cool. Même si j'ai l'impression que tous ces livres, ça fait plus de pages, mais en fait non. Dans le lot, si on met de côté les mangas, il y avait 26 romances, 20 fantasy et 15 science-fiction. Ma moyenne de livres par mois était de 9,41 livres, alors ce que je trouve énorme. Mais faut savoir que les mangas ça se lit bien plus vite et aussi mes mois de vacances, bah je carbure, tu vois. Sinon les mois normaux, je dirais, en fait, dans ma tête, j'aurais l'impression que c'est plutôt genre 6. Mon plus gros mois de lecture, ça a été juillet avec 16 livres, what the fuck. Et mon pire mois de lecture, c'était mars avec seulement 4 livres, mais ce qui est quand même très correct. Donc voilà, pour la partie stats, c'était rien de bien fou, mais voilà, j'aime toujours bien savoir en fait où je me situe. On va passer aux mentions spéciales, si vous le voulez bien. Parce que voilà, c'est juste des gens qui ne sont pas vraiment dans le classement, mais c'était des très bonnes lectures que je vous recommande quand même. Et d'ailleurs, j'ai fait dans l'ordre ce classement, mais c'est pas parce qu'un livre est numéro 10 qu'il faut pas le lire, bien au contraire. Dans mes mentions spéciales, on a Bride de Ali Hazelwood. Donc aux éditions Milady, j'en ai fait un vlog là ou là, je ne sais plus, où je découvrais en fait pour la première fois l'habit lit, c'est-à-dire des histoires de vampires et de loups-garous. Je vais pas m'éterniser à chaque fois sur les résumés, mais là on va suivre Misery qui est la fille d'un grand seigneur vampire et qui doit faire un mariage de convenance avec Law, qui lui est un alpha de la meute de loups-garous. Et du coup j'ai découvert un petit peu toutes ces romances entre vampires et loups-garous et j'ai été un peu surprise parce que je pensais pas aimer autant, mais franchement j'ai trop kiffé. En plus Ali Hazelwood c'est une autrice que je connais et que j'adore, la plume elle est toujours très fluide, très addictive et du coup là ça m'a juste donné envie de lire plus de Beatlit. Niveau dark romance, on a eu Le Serpent et la Mule de Marina M.L. aux éditions Plume du Web. J'entendais du bien de partout quand les gens recommandaient des dark romances un peu soft dans le milieu de la mafia, etc. Et là c'est le cas, on va suivre Camilla qui vit dans un monde entouré de cartels, sauf que elle a horreur de ça en fait. Sauf que son frère s'est retrouvé embarqué dans un bourbier et du coup Camilla va devoir être la mule du cartel et donc va devoir rendre des comptes au serpent qui est le chef du cartel. Et le serpent, il se trouve qu'il est très attirant, sauf que c'est l'interdit, etc. Et voilà, une petite dark romance comme on peut les attendre, sauf que la plume était fluide, la plume était addictive, ça se lisait trop bien, c'était pas une dark romance où le mec fait des trucs vraiment très questionnables, c'est surtout l'univers mafia qui est dark en fait, mais c'était juste incroyable et je peux vous le recommander. Si vous voulez commencer la dark romance, je pense que c'est un très bon titre. Bon, perso j'ai commencé la dark romance avec L'ombre d'Adeline de H.G. Carlton, ce que je ne recommande pas à tout le monde parce que ce livre contient vraiment beaucoup de trigger warning, il est pas très soft et l'homme à l'intérieur, Zen Meadows, est vraiment très questionnable. Voilà. Dans cette histoire que vous connaissez sûrement, on va suivre Adeline, qui est une autrice à succès qui vit dans un grand manoir, mais un jour elle va avoir un stalker qui va voilà, se mettre pour mission de lui faire peur, d'aller devant sa fenêtre comme ça, de déposer des roses dans sa maison, et du coup elle va paniquer, forcément, et en parallèle de ça, elle doit retrouver un petit peu l'histoire de son arrière-grand-mère qui, elle, avait une romance avec son stalker, et du coup, est-ce que Adeline va suivre le même chemin? Je ne vous en dis pas plus. Bon, je pense que vous en avez entendu parler parce qu'on a vu beaucoup passer sur les réseaux et c'est vrai qu'il est quoi. Il faut avoir le cœur bien accroché, savoir dans quoi on s'embarque, ne pas romantiser Zaid Meadows et la relation avec Adeline parce que ça reste très toxique. Mais moi, il se trouve que j'ai adoré, j'ai trouvé ça mais hyper addictif en fait. Je tournais les pages, à la fois la romance et l'enquête, les deux étaient vraiment très cool. Le tome 2 aussi, je l'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que ça m'a fait aussi aller dans la dark romance et dans un side que j'aime beaucoup au final. Ok, dernière mention spéciale avant de passer enfin au top 10 en fait. C'est Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Ningerman et Maria Ligno aux éditions Albin Michel. Et là, c'est les Sublime Éditions Collector. Donc ça, c'est un tome compagnon de La nuit où les étoiles se sont éteintes. C'était un de mes gros coups de cœur aussi de l'année passée. C'est en 2023 du coup. Sauf que là, on va suivre plutôt le point de vue de Nate. Du coup, je vous en dis pas plus, mais voilà, ses propres problèmes à lui. Tout comme son insertion parmi le groupe d'amis. Donc si vous aimez la trope Found Family, c'est vraiment ces livres-là qu'il faut lire. J'ai trop hâte que le tome vert, donc le tome sur Jaeger, ces prières que je fais dans le noir, sortent en collector parce que du coup j'ai tous les tomes en collector vu que c'est à chaque fois des gros coups de cœur. Et voilà, en fait, il était pas dans mon top 10, mais je me voyais pas ne pas le mettre ici. Parce que Nate est pas le personnage que je préfère, mais c'était quand même trop bien. Et retrouver la plume de ces autrices et le monde immersif, enfin, c'était juste
trop cool. Voilà pour les mentions spéciales, on peut passer au top 10. Donc en premier, on a De sang, d'écume et de glace d'Alexiane Delis, et plus spécifiquement le tome 3, donc je ne l'ai pas avec moi parce que c'était un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, mais quand j'ai regardé tous les livres auxquels je donnais des super bonnes notes sur Livre Addict, et que j'ai vu celui-là, il m'a plus marqué que les autres, que d'autres qui ne sont pas dans ce classement, parce que je me rappelle en fait de cette trilogie. Donc De sang, d'écume et de glace, c'est une trilogie de fantasy, où il y a aussi d'autres séries compagnonnes après, mais j'ai pas lu. On va suivre Perséphone, qui est une fille assez normale, bien que assez peu gâtée par la vie. Voilà, elle se trouve très laide, et même objectivement, c'est pas tip top quoi. Jusqu'au jour où elle va être emmenée sur les côtes bretonnes, il me semble, avec sa tata, et elle va être au contact de la mer, et à ce contact-là, elle pourrait bien découvrir un monde totalement différent, un monde de sirènes, parce qu'en fait, c'est une sirène. Donc je l'ai lu cet été, c'était le mood vraiment parfait, c'était incroyable, et la vraie force de ce récit pour moi, c'était les décors, parce que je m'imaginais trop, en fait, la plume de Alexandre Delis, elle fait vraiment imaginer tout ce qui se passe, et j'étais en mode c'est trop beau. L'évolution des personnages aussi, elle est trop bien, j'ai l'impression qu'on n'en manquait pas un, en fait, il n'y avait pas un personnage qui était vraiment sous-développé, juste on les suivait, on voyait leur évolution, il y avait des plot twists, et le tome 3, c'est pour ça que c'était mon préféré, parce qu'il se finit en apothéose. Franchement, les plot twists sur plot twists, révélation sur révélation, j'étais comme ça. En plus, les persos, c'est trop mes bébous. Pour ceux qui n'aiment pas trop ça, il n'y a pas trop de romance, il y en a un petit peu, mais franchement, c'est juste une petite toile de fond qui va avec. Mais l'histoire principale, c'est vraiment ce monde de sirènes que Perséphone va découvrir, et bien sûr, il y a plus que ça, mais voilà, je peux pas tout vous raconter, mais vraiment, le tome 3, c'était mon préféré, mais du coup, ça me permet de vous parler de la série qui était vraiment trop cool. Donc l'été prochain, voilà, n'hésitez pas à lire ce petit livre, ou bien même en hiver, si vous voulez vous rappeler l'été, la mer, etc., c'est parfait. Sur la 9ème place du podium, on a aussi un livre d'été, c'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault aux éditions Hachette. Clara Hérault, qui à chaque fois qu'elle sort un livre se retrouve dans mon top de l'année, et là, ça n'a pas manqué, encore une fois une histoire estivale, parfaite à lire en août, parce que ça se déroule en août. On va suivre deux sœurs, Léna et Phoebe, que tout oppose, mais qui se retrouvent à chaque fois pendant les vacances ensemble. Voilà, elles revont sur la côte basque, comme tous les ans. Léna, elle, c'est un petit peu la dévergondée, voilà, elle veut aller avec ses amis, surfer, aller sur la plage. Elle a aussi en parallèle des gros problèmes parce qu'elle n'est pas vraiment ce que ses parents attendent d'elle. Et de l'autre côté, on a Phoebe qui, elle, est un peu plus que ses parents attendent d'elle parce qu'au niveau des études, elle est en droit, il me semble, et ça va. Sauf qu'en fait, non, dans le fond, ça va pas. Et là, pendant ses vacances, elle va être très solitaire et elle a pas vraiment les mêmes ambitions que Léna. Donc c'est peut-être deux sœurs que tout oppose, mais cet été va être chamboulé par Inaya et par Isaac. Je ne vous en dirai pas plus. C'est à la fois des romances, mais à la fois une belle histoire de fraternité, enfin de sororité, d'amitié, de remise en question. Ça parle à chaque fois de sujets très importants, comme toujours avec Clara Hérault. Genre là, on a vraiment deux personnages un peu aux antipodes, donc je suppose que ça peut parler au plus grand monde. Moi, j'avoue que c'était surtout Phoebe qui m'a parlé parce que voilà, avec ses études, elle galère à reprendre son souffle, elle est perdue, mais à la fois, Léna, elle aussi, elle a des problèmes très propres à elle. Et Clara Hérault le fait toujours avec une maîtrise d'une plume absolument majestueuse. Et les autres romans de Clara Hérault, donc Nos plus belles années et L'effet boule de neige sont aussi géniaux. Donc je ne peux que vous conseiller encore une fois ça pour cet été, vous êtes parés là. Une lecture très récente qui a aussi défrayé la chronique, on a Divine Rivalité sur ce podium en top 8, donc de Rebecca Ross aux éditions de Saxus que j'ai dans la sublime édition collector. On en a entendu beaucoup parler et je l'attendais de pied ferme parce que déjà même quand c'était en anglais, ça avait fait le buzz. Du coup je m'attendais à un coup de cœur et quand je l'ai lu j'étais en mode j'ai peur. Parce que c'était écrit à la troisième personne, bon, ça me dérange pas trop pour la fantaisie, mais c'est vrai que j'ai plus de recul en fait. Je suis plus facilement happée par les histoires à la première personne. J'avais l'impression aussi qu'il y avait un décor et un cadre très ancien temps, même dans la manière dont la plume était écrite, alors c'était très beau, mais j'avais peur d'avoir trop de recul et en fait, mais pas du tout, pas du tout. Je crois que je l'ai bouffé en même pas 48 heures, peut-être 24 heures, alors que pourtant il y a quand même 400 pages quoi. On va suivre une histoire épistolaire entre Iris et Roman qui sont tous les deux, ils travaillent à la Gazette d'Oz. Donc voilà, ils sont journalistes et ils écrivent, sachant qu'en parallèle, il y a tout un contexte de guerre, etc. Et Iris, elle envoie des lettres à son frère qui est parti pour la guerre, sauf qu'en fait son frère ne les reçoit pas et c'est Roman qui reçoit ces lettres. Alors au début il va pas lui dire, mais au fur et à mesure, bah voilà, ils s'attachent entre eux et Roman va bien être obligé de lui dire. Donc c'est pas que une romance, parce que certes, il y a la romance qui est au premier plan, mais il y a aussi tout un monde qui est super bien développé, de politique, de guerre. Ça m'a retourné le cerveau parce qu'au début je pensais adorer, ensuite je pensais juste aimer un petit peu, et ensuite bah j'ai adoré. Et à l'heure où je vous parle, je suis en train de lire le tome 2 qui est tout autant bouleversant, donc je ne peux que vous le conseiller, voilà, une romantaisie vraiment à découvrir si c'est pas encore fait. Encore une autre romantaisie, alors j'arrive après la tempête, parce que tout le monde a déjà aimé, et ce tome-là est le préféré de tout le monde. Sur la 7ème place, on a Un palais de colère et de brume par Sarah J. Maas, donc aux éditions La Martinière, à Cotard, quoi, Un palais d'épines et de roses, le tome 2. Je pense pas que je vais trop m'éterniser parce que c'est vraiment la série qui est recommandée quand vous commencez la fantasy, la romantaisie. Et ce tome 2, c'est le préféré de beaucoup de gens, et je pense que c'est aussi mon préféré du coup. Mais du coup, j'ai découvert la saga à Cotard cette année, et franchement, merci en fait. C'est vraiment cool. On a une femme family, une belle romance, des petits retournements de situation, des guerres, des combats politiques, un monde super beau, super bien développé, super bien écrit. Une protagoniste qui, même si c'est pas trop mon genre, j'arrive à l'apprécier, j'arrive à apprécier son couple, mais surtout on a des personnages secondaires.
on point. Carrément pour Halloween j'ai fait un cosplay de Morrigan. Et là c'était un bon gros tome quand même de plus de 600 pages, un sacré bébou. Mais c'est vraiment la concrétisation de la romance. Et j'ai l'impression que j'ai toutes les romantésies qui arrivent là. Calmement. 6ème place, Le Serpent et le Descendant de la Nuit, écrit par Carissa Broadbent aux éditions. Chaque fois j'oublie comment c'est. Édition Bookmark, voilà. Encore une fois, édition collector, magnifique. Les éditions Bookmark font des collecteurs, mais là encore on en a entendu parler et parler et parler. Mais moi ce qui m'a convaincue c'est qu'on a dit c'est une romantésie avec des vampires et en plus il y a un Hunger Games. J'ai dit ok je signe et j'ai signé parce que j'ai lu les 2 tomes qui sont sortis en français à ce jour. J'ai trop kiffé, surtout le tome 1. Donc, ouais, globalement c'est ça. On suit Oraya qui est la fille humaine d'un seigneur vampire et elle va participer au Keijari qui est un gros concours en fait où à la fin t'as un de tes vœux exaucé par la déesse. Sauf que une humaine versus que des vampires super puissants formés au combat, c'est compliqué même si Oraya elle est super badass. D'ailleurs si vous cherchez une meuf badass, Oraya, avec en plus de la reconstruction et tout. Ah non, je peux pas, j'adore. Mais du coup, elle va devoir s'allier et s'allier à un ennemi qui est du coup un vampire, qui est Rain. Sauf que Rain, voilà, il est un petit peu bébou quand même quoi. Du coup ça fait un peu Hunger Games quand même, t'es là pour ta survie. On apprend à connaître aussi Oraya, le monde, parce que le monde de fantasy est quand même pas mal du tout. Et moi je suis désolée mais malgré la grosse pavasse, j'étais flabbergastée à chaque fois. La fin, j'ai chialé, voilà j'ai pleuré. Et les livres qui pleurent méritent leur top en fait. Le tome 2, n'ayez pas peur parce que j'ai vu beaucoup de gens descendre le tome 2. Il est génial aussi. C'est une autre facette des personnages, mais c'est une facette qui est tellement réaliste et tellement bien. Enfin, ce que Bookmark dit au dos, c'est que c'est quand Hunger Games rencontre la saga Le Sang et la Cendre dans un page turner unique. Alors, j'ai pas lu Le Sang et la Cendre, mais voilà, page turner oui. Vous y trouverez une héroïne combative, un tournoi mortel, des ennemis forts et de s'allier, des clans vampires rivaux, beaucoup d'action et une romance slow burn. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est slow burn et ça burn assez slow pour que voilà, il y ait de la tension et un book friend capable. Oh my god, c'est l'heure du top 5 tant attendu. Qui sont les 5 qui ont remporté mon cœur? Numéro 5, Campus Drivers, tome 4. Et j'en profite aussi pour glisser que le tome 5 était très bon. Du coup bon, c'est un petit peu les deux. C'est écrit par C.S. Quid et c'est publié aux éditions Hugo Boss. Campus Drivers, si vous n'avez toujours pas lu ces romances universitaires, qu'attendez-vous? C'est mes romances universitaires préférées. À la base, on avait 3 tomes où on suivait les Campus Drivers, qui étaient des amis qui aimaient les belles voitures, voilà, les voitures anciennes, etc. Et qui en profitaient pour faire une application de taxi au sein du campus. Et voilà, ils gagnaient de l'argent et ça leur faisait des petites romances. Avec voilà, des personnages super marrants, une femme familier encore une fois, des personnages secondaires aussi qui ont beaucoup de caractère, qui sont juste très attachants en fait. Et surtout, un humour digne de ce nom. Quand C.S. Quid a annoncé qu'elle sortait les tomes 4 et 5 qui n'étaient pas sur la même bande de potes, mais plus ou moins quand même, c'est-à-dire que les Campus Drivers font une association avec une autre application et c'est un peu délocalisé. Je me suis dit aïe. Mais dans ce tome 4, on a des nouveaux personnages. Donc on a Raphaël, le nouveau Campus Drivers qui a un petit handicap physique, et on a Juliette qui a le ne croit plus en l'amour, c'est fini, et qui en plus a un petit traumatisme. Les deux vont se rencontrer, vont s'aimer dans un slow burn, mais Raphaël, il est tellement capable. Juliette, je l'ai trop kiffé. Non, je vous jure que le duo est incroyable. Le tome 5, pareil, j'en profite pour en parler, c'est sur Luc et Tori. Luc n'est pas à la cheville de Raphaël, c'est pour ça que j'ai mis le tome 4 et pas le tome 5, mais Tori, elle est incroyable aussi. Ah oui, on retrouve la plume et l'humour de C.S. Quill, on retrouve la vibe des Campus Drivers, on retrouve aussi les personnages des premiers tomes. C'était juste, mais tellement touchant. Et je peux que vous conseiller de les lire, vraiment. Numéro 4, deuxième petite poche de la vidéo. Russian Mafia par Emma Bardio, publié aux éditions Ito. Ah, j'aime trop. Russian Mafia, c'est une duologie en 2 tomes. Donc on a Russian Mafia et Italian Mafia. Et les deux, je les mets dans le package. Trigger warning, attention, c'est une dark romance, même si c'est pas partir en disant que vous aurez de la romance à balle, parce que non. C'est très slow. Au point que dans le tome 1, je crois qu'il y a des petites miettes de romance que... des miettes. Mais l'histoire, c'est surtout l'histoire de Sergei, qui est une meuf. C'est vraiment cette meuf badass par excellence. Toute sa vie, elle a été entraînée pour tuer le chef de la mafia russe. Et voilà, le jour est venu, elle part en mission, éliminer Vitaly. Pour ce faire, elle se crée toute une identité et elle va devoir intégrer cette mafia russe. Et c'est son histoire en fait. Donc voilà, c'est surtout toute cette histoire de trahison, d'infiltration, de mafia, de gang, etc. C'est vraiment surtout ça, Russian Mafia. Sauf que, vous vous en doutez, pour réussir à tuer le parrain de la mafia, elle va devoir s'allier à lui et se rapprocher de lui, et du coup développer une romance avec lui, mais entre sa fausse identité et la vraie Sergei, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est vrai, je vous laisserai découvrir. Emma Bardio, je l'ai trouvée incroyable, vraiment, je l'ai découverte avec ça, elle est juste pépite. Désolée les gars, ça m'a saoulée, vous voyez tout mon bordel derrière. Ma vidéo s'est encore coupée pendant que je filmais, mais je vous jure que ça me saoule. Pourtant, j'allais vérifier à chaque fois, c'est pour ça que la vidéo est un mess, je suis vraiment désolée. Donc désolée, on va reprendre en face to face du coup, hein. Désolée, vous allez avoir les livres à l'envers, je sais plus ce que je disais. C'était vraiment cette meuf badass, etc., qu'il faut pas s'attendre à de la romance. Ça m'a saoulée. Et je pense que je vais arrêter les vidéos dans l'autre sens, que je filme avec ma caméra arrière, parce qu'en fait ça va pas. Je suis pas centrée, je suis trop moche, et ça se coupe en plein milieu, donc à quoi bon. Bref, je disais que mon top 3 c'était Noblesse oblige de Maïwen Alix, aux éditions Slalom, qui est vraiment très beau. Et dans cette histoire, il est absolument sous-côté, on va suivre Gabrielle, qui est anti-royaliste, parce que oui, c'est un peu notre époque, sauf que
on a Louis XXI qui est au pouvoir, voilà, c'est encore les rois, c'est encore la monarchie. Et cette monarchie organise une télé-réalité qui s'appelle Noblesse Oblige, dans lequel on va inviter voilà, des hauts héritiers, des gens importants, et avec des roturières. C'est un petit peu une vibe de la sélection, là, comme ça. Gabrielle, du coup, elle est sélectionnée parmi les candidats, sauf que elle est anti-royaliste. Son but, c'est pas de trouver l'amour, c'est de démanteler le système. Et donc, oui, c'est un peu dans la de la sélection, mais en beaucoup plus trash, beaucoup plus important. C'est pas tout mimi, tout rose, mia l'amour, c'est genre juste démanteler le système, rébellion, etc. Je trouve que c'est tellement sous-côté, on en parle tellement pas parce que c'était super addictif. J'étais là, je passais les pages, je passais les pages, je passais les pages. Je crois en 24 heures je l'ai bouffé. Et je sais qu'à la fin j'ai pleuré. Alors j'ai plus tous les tenants et les aboutissants, malheureusement, parce qu'il y a un tome 2 qui va bientôt arriver. Et du coup j'ai trop hâte, je me ferai peut-être une relecture. Même si c'est pépite parce que tout le monde passe à côté alors que je vous jure que c'est juste trop bien. En plus ça m'a trop donné envie parce que j'imaginais bien les décors, les robes et tout. Donc non, vraiment masterclass pour Noblesse Oblige. Une autre masterclass de ce tout début d'année qui n'a pu être détrônée que par un seul livre. The Perfect Match de Lila Mars. Donc le tome 1 de la série. Il y a aussi le tome 2 que j'ai beaucoup aimé, mais le tome 1 c'était vraiment mon préféré de chez préférés. Encore une fois, je crois qu'en 24 heures il était plié. Je l'aime tellement et je suis tellement contente que, en fait, j'y pensais depuis le début d'année à ce livre et j'y pensais souvent. Et je me disais, il va être dans mon top 3. Il va être dans mon top 3. Et il était premier quasiment toute l'année, mais il était détrôné, mais là il est deuxième, c'est quand même très bien. Donc là, c'est une petite dystopie, mais c'est surtout une romance. Donc voilà, certes, il y a un élément et un contexte dystopique, mais c'est surtout une romance. Dans le monde dans lequel vit Elliot, donc qui est une fille, notre protagoniste, on cherche plus vraiment l'amour. À ta majorité, tu as un pourcentage de compatibilité qui est donné pour trouver ton âme sœur. Sauf que Elliot, elle est en couple avec Ashton, il me semble. Bref, elle est en couple avec un petit mec et malgré plusieurs tests, en fait, ils sont pas du tout compatibles, ils doivent se quitter. Mais Elliot, elle a un match quasi parfait, ce qui n'arrive jamais. Un match de presque 99% avec quelqu'un qui s'appelle Isaac. Sauf que Isaac, c'est le frère du mec d'Elliot. Donc ici, c'est compliqué. Du coup, ils vont forcément se mettre ensemble, Isaac et Elliot, et ça tombe bien parce que tous les deux, voilà, ce système c'est de la merde pour eux. Pourquoi on leur dicterait avec qui ils doivent être? Sauf que ben voilà, pas le choix, ils doivent être ensemble et se marier. On a de la proximité forcée, un couple qui est waouh. On a aussi du coup un problème parce que elle aime encore son ex. Parce qu'ils se sont pas quittés parce qu'ils s'aimaient pas, mais parce que les pourcentages disaient que. Donc dans ce tome 1, c'est vraiment la romance, l'apprentissage de la découverte, etc. Dans le tome 2, on part plutôt sur un truc de rébellion. Tous les personnages sont incroyables. Isaac Meka, c'est mon boyfriend préféré de l'année et je pense qu'il est dans le top 3 de mes boyfriends de la vie. Non, je vous jure, c'était incroyable. Il y a des déceptions, des pleurs, de l'enchaînement d'actions. Non, c'était trop cool. C'était vraiment, voilà, une romance sur fond dystopique. Et comment vous dire que j'adore la romance, j'adore la dystopie. Donc le combo des deux ne pouvait être que parfait. Et it was, in fact, very perfect. Un perfect match en fait. Donc j'ai un tome 3 qui, pas vraiment un tome 3, qui est plutôt un tome compagnon, dans ma pile à lire, que j'ai très hâte de lire pour replonger dans l'histoire. Et j'ai tellement envie de relire cette duologie parce que ça m'a vraiment pris en fait. Et juste, j'ai adoré pour une raison que je ne peux pas expliquer. Je sais que ça le fait pas avec tout le monde, mais peut-être que ça le fera avec vous, donc n'hésitez pas à aller découvrir ce bébé. Bon, pour le top 1, on a beaucoup parlé, je pense qu'il n'y a pas tant de surprises que ça, parce que je vous l'ai bassiné récemment avec ce livre. On a absolu le tome 3 spécifiquement, donc Les Éveillés par Margot Dessen aux éditions Big Bang. Ma vie, on sent mon oxygène. Absolu, ça a été ma révélation de cette année. Et ce tome 3, c'était mon tome préféré de tous. Absolu, c'est ma deuxième série préférée de tous les temps après Hunger Games. Ça s'est positionné à ce niveau-là. En plus, c'est une autrice française. D'ailleurs, mon top 5, c'est que des Français. Je suis trop contente. Bref, si vous êtes nostalgique de la dystopie et que vous en voulez une vraiment très bien construite, foncez sur Absolu. Chaque année, 100 mobilisés sont envoyés dans la zone. La zone, c'est l'ancienne Varsovie en ruine dans lequel traîne la chose. Et le but des mobilisés, c'est de tuer cette chose qui est un peu une créature de laboratoire. Du coup, on va suivre une multitude de personnages qui sont envoyés dans cette zone dans le but de combattre, sauf que il y a tellement plus que ça. La structure des tomes est un petit peu comme Hunger Games. Le tome 1, c'est les Hunger Games, donc là, tuer la chose, machin chose. Le tome 2, c'est plutôt rébellion. Le tome 3, c'est aussi rébellion, mais différemment. Et pour tout vous dire, j'ai préféré ce tome 3 au tome 3 de Hunger Games. C'était majestueux. Tous les personnages sont super bien écrits. Et même les antagonistes, on finit par s'y attacher parce que ils ont des failures, en fait. Ils sont, ouais, réels. Nos protagonistes sont... Ils font pas que le bien en fait, il y a pas de tout blanc, tout noir, ils sont gris. Et la fin est douce amère et bittersweet. C'est-à-dire que j'adore, c'est pas une sad end, c'est pas une happy end, c'est juste une fin réaliste dans ce monde. Je suis passée par toutes les émotions, avec tous les personnages qui nous ont transportés. C'était super addictif, ça se lit très bien. À chaque fin de tome, je vous conseille d'avoir le tome d'après en votre possession parce que ça fait un petit peu des cliffhangers, tu es en mode... Tu as peur pour tes personnages, tu ris avec tes personnages, pleures pour tes personnages. C'était une masterclass tout simplement. Et je ne remercierai jamais assez Margot Dessen pour avoir écrit cette pépite. Et voilà pour cette vidéo. Au final, plus de peur que de mal pour cette fin de vidéo, c'est pas grave, parce que j'ai quand même pu vous parler de mes livres préférés. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à me partager dans les commentaires vous votre meilleure lecture de l'année. Vous pouvez aussi me partager vos petites stats de lecture. Je pense que ça a été du bon boulot cette année. J'espère que 2025 ne me réserve aussi que des bonnes lectures. Après, je suis très bon public, mais quand même, ceux-là, c'est vraiment la pépite des pépites que je vous conseille. Bref, voilà, on se dit à mercredi après-midi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous!